là, il va y avoir une séquence de présentation de l'équipe ERIS qui est basée à Saint-Étienne, ensuite la présentation de Bordeaux, la suite des services techniques, et juste avant, le fameux LENS. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous serez dans une heure. Je laisse la parole à... Bonjour à tous. Bon, je crois que tout le monde sait qu'un petit morceau de l'Institut d'optique est basé à Saint-Étienne. Après, vous ne savez peut-être pas tout ce qui s'y passe, donc je vais non pas me focaliser sur un projet, mais je vais essayer de passer en revue un certain nombre de projets intéressants qui se sont passés là-bas. Alors, pour présenter la thématique ERIS, c'est donc une thématique qui est au sein du laboratoire ubercurien, qui est une UMR de l'Université Jean Monnet et du CNRS. Et donc, la thématique ERIS porte les activités de recherche communes entre l'Institut d'optique et le laboratoire ubercurien. Alors, la motivation de départ de l'équipe ERIS était de mettre en valeur l'association entre les activités de recherche de l'image et de l'optique, et les différentes formes d'interaction qu'il peut y avoir entre les deux. Donc, tout cela alimenté par le fait que dans la région Rhône-Alpes, les compétences en génie optique sont peu présentes au niveau de la recherche, que l'interaction entre l'optique et l'image est un facteur d'attraction pour les étudiants, et donc pour leur poursuite en thèse et les divers projets qu'on propose dans la formation. Et c'est alimenté par un grand nombre d'entreprises liées à l'optique et à l'image à l'échelle régionale. Donc la thématique ERIS est constituée, donc elle est dirigée par Pierre Chavel. Elle est constituée de 7 permanents, des profs invités, un postdoctorant actuellement, et 12 doctorants. Nous avons 8 thèses qui ont été soutenues depuis 2009. Je vais présenter les résultats obtenus par certains d'entre eux. Et au niveau des partenariats, donc, nous sommes fortement impliqués dans le LabEx Manitech 6. Alors le pointeur, est-ce que je vais réussir à le faire marcher? Il ne marche plus. Si. Qui est orienté vers la fonctionnalisation des surfaces. Et puis bien sûr nos partenaires locaux, les écoles d'ingénieurs télécom, l'école des mines, CPE Lyon et l'hôpital Nord de Saint-Étienne. Merci. Et des partenaires industriels, donc Gemalto, Arjo Willis, donc des entreprises internationales, nationales, régionales. Donc, ERIS est un acronyme. Les 2 premières lettres, ER, sont pour éclairage rendu visuel. Donc, l'idée là, c'est de modéliser et de traiter des images ou directement des surfaces en fonction des conditions d'éclairage ou des propriétés optiques des objets qui sont observés. Un premier exemple, qui a été le sujet de thèse de Nathalie Amatsapé, donc dirigée à l'école des mines, en partenariat avec nous, qui était l'étude de matériaux métalliques qui avaient une structure de nanotubes. Alors, chaque tube a un diamètre de l'ordre de la centaine de nanomètres. Et donc, l'idée, c'était à la fois d'étudier le rendu visuel global de ces échantillons. Vous voyez la différence des couleurs qu'on a en réflexion diffuse ou en réflexion spéculaire, et de développer un code électromagnétique qui était capable de prédire ce rendu visuel. Et donc, les résultats montrent qu'entre la mesure en bleu et les prédictions, il y a un accord qui est satisfaisant. Toujours dans le domaine des surfaces nanostructurées, au laboratoire ubercurien, il y a un système qui est développé pour nanostructurer des surfaces, donc en créant des nanoparticules d'argent. Et donc ces surfaces sont à nouveau gonochromatiques, c'est-à-dire qu'on a différentes couleurs en réflexion diffuse, en réflexion spéculaire. Elles sont même également dichroïques, donc les couleurs changent en fonction de la polarisation. On a aussi des couleurs différentes en transmission. Voilà. Et donc le rôle d'ERIS dans ce grand projet d'étude de ces surfaces nanostructurées
est d'étudier le rendu couleur, hein, ces couleurs goniochromatiques. Et un des travaux importants qui a été fait, c'est donc l'étalonnage colorimétrique du système qui, dans le dispositif, hein, qui donc, utilise des lasers et un microscope. Et ce microscope est équipé d'une caméra qui permet d'étudier, de visualiser la couleur des surfaces au moment de l'inscription. Et en fait, le microscope, avec toutes les optiques à l'intérieur, fait que les couleurs sont fortement distordues. Alors, comme tout étalonnage colorimétrique, on utilise une mire couleur, et puis vous voyez à travers le microscope que deviennent les couleurs. Donc, réussir à retrouver les couleurs d'origine, c'est quelque chose qui n'est pas simple et qui a bien fonctionné. Toujours dans le domaine des surfaces, cette fois colorées, on va dire, à échelle macroscopique, on a des compétences dans le développement de modèles spectraux, incluant la diffusion, hein, pour les surfaces imprimées. Donc les surfaces imprimées, c'est des surfaces qui sont colorées au niveau 2D, et donc à partir de quelques réalisations, hein, on imprime des couleurs, on les mesure, et on en tire les paramètres pour les modèles, on est capable de prédire un très grand nombre de couleurs. Et ce principe-là, on a pu l'étendre, alors ça, c'est original au niveau mondial, hein, aux imprimés recto-verso et à l'empilement de films imprimés. Et donc, un des effets qu'on peut créer, c'est, puisqu'on contrôle la prédiction, on inverse le modèle en se disant quelle couleur je dois mettre, par exemple ici, entre le recto-verso, quelle couleur je dois mettre lorsque j'ai designé une image sur le recto, qu'est-ce que je mets derrière pour obtenir une autre image. Alors là, vous voyez l'effet, c'est en réflexion, on a un mot qui apparaît, et en transmission, on en a un autre. On a réussi à faire disparaître le premier pour en faire apparaître un autre. Et là, ici, vous voyez qu'on peut superposer plusieurs films imprimés avec des couleurs, on choisit aléatoirement, et lorsque l'on superpose, on obtient la même couleur, hein, pour tous les rectangles. Voilà, ce qui montre la précision qu'on peut atteindre avec les modèles spectraux. Au niveau, cette fois, on va dire, de plus traitement d'image, donc Michel Jourdain a développé un modèle LIP qui consiste en fait à considérer des images comme disons, des diapos, hein, et, à travers laquelle la lumière passe. Et du coup, la superposition d'images qui donne la multiplication des facteurs de transmission pixel à pixel, hein, est modélisée comme une addition de fonctions avec un opérateur plus particulier et qui donne une loi de composition et qui forme plus loin un espace vectoriel. Donc en fait, c'est une manière très très élégante de traiter les images et notamment de pouvoir augmenter le contraste, la dynamique des images. Alors par exemple, vous voyez ici une image où l'ouverture de la caméra, disons qu'elle est très fermée, et l'image est très sombre. Et donc vous voyez qu'en éclairant l'image, non seulement on arrive à la rééclaircir, mais tout en gardant une qualité d'image et de dynamique qui est intéressante. Même chose pour les images qui ont un contraste trop fort, on arrive à corriger le contraste. Tout ça à cadence caméra, hein, donc ça peut vraiment faire de la correction instantanée, et le modèle LIP a été étendu à la couleur. Donc là, on peut, avec la souris, se promener sur l'image, et à chaque fois, la correction de l'imagette se fait en temps réel. Voilà, donc ça, éclairage rendu visuel. Le I d'Eris est pour imagerie optique. Donc, je vous présente deux projets d'imagerie optique. Le premier qui est un interféromètre qui, disons un système d'OCT, hein, qui permet de détecter des interfaces lorsque le contraste d'indice est très faible. Donc, par exemple, pour mesurer l'épaisseur d'une lentille de contact, hein, vous voyez qu'on voit bien les deux interfaces et ça permet de faire une mesure relativement précise de l'interface. Ce dispositif permet également de détecter des cicatrices de chirurgie dans les cornées. Alors, il faut savoir que quand on greffe une cornée, il faut absolument savoir si l'œil sur lequel on prélève la cornée a déjà été opéré ou pas. Et en fait, la cicatrice présente un contraste d'indice qui est très 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 faible, mais cette technique permet de les détecter. Un autre projet donc en imagerie optique a été de
designer des optiques diffractives, des composants diffractifs multifocaux pour soigner la presbytie. Donc en fait, il s'agit d'un plan. Et l'idée, c'est d'utiliser l'ordre 0 pour la vision de loin et l'ordre 1 pour la vision de près, et tout en essayant de minimiser les halos qui perturbent la vision. Alors c'est la thèse de Fanny Castignol, qui a fait de la simulation optique et de la mesure à partir d'un composant qui avait été élu comme un des bons candidats. Et elle a elle-même réalisé l'échantillon en faisant la moitié de sa thèse en chimie pour trouver des bons matériaux biocompatibles pour faire ces optiques intraoculaires. Et puis le S d'ERIS est pour la sécurité optonumérique. Donc là, l'idée c'est de protéger les documents contre la contrefaçon et de pouvoir les authentifier, c'est-à-dire savoir si c'est des vrais ou des faux, par des méthodes optiques et d'imagerie. Alors là, on parle de la thèse de Jacques Machizo, qui, comme Fanny Castignol, sont des anciens de l'école. Donc le projet était basé sur le principe de Naor Shamir, qui consiste à prendre deux images qui, d'apparence, sont comme ça aléatoires et qui ne contiennent aucune information l'une et l'autre. Si on n'a qu'une des images, on n'a aucune information. Par contre, lorsqu'on les superpose, voilà, lorsqu'on les superpose, on voit le mot, un message apparaître, et ce qui pose déjà le problème du recalage, puisque quand les deux images ne sont pas parfaitement recalées, le mot n'apparaît pas complètement. Une autre action importante, c'est de passer ce principe-là à la couleur. Donc il y avait quelques tentatives qui avaient été faites, mais là on a proposé une tentative originale basée sur l'empilement de films imprimés, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui consiste en fait, au lieu d'avoir un damier, un pseudo-damier noir et blanc, d'avoir plein de carrés de couleurs, donc des mosaïques, qui lorsqu'elles se superposent, font toujours apparaître un message, mais un message qui a ici une couleur uniforme. C'est plus du noir, mais c'est une couleur uniforme, et cette couleur est elle-même secrète, et donc ça permet de savoir si en fait on a essayé de créer un mot avec des photocopies, par exemple. Voilà. Donc là, il y a bien du cryptage, au sens de Naor Shamir, mais en plus de la protection des films qui seraient imprimés. Donc ça a intéressé évidemment l'industrie de la sécurité, et Jacques Machizo a été quasiment embauché avant sa soutenance de thèse. Et cet exemple montre que même avec des entreprises de la sécurité où bien sûr beaucoup de choses sont secrètes, vu les résultats c'est important, malgré tout on peut publier pas mal de choses. Dernier point sur la sécurité optonumérique. L'idée, c'est de prendre donc là, cette fois, de protéger les photos d'identité, et Dieu sait si le vol d'identité est un fléau aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'ajouter sur la photo d'identité une guilloche qui contient de l'information qu'on peut crypter, et de pouvoir l'insérer avec tous les problèmes essayer de perturber le moins possible le portrait, tout en étant capable de retrouver l'information. Voilà, donc il y a derrière cet aspect, on va dire, rendu visuel, inscription, lecture, il y a aussi tout un problème de chiffrage que je ne saurais détailler. Voilà. Je voulais mentionner aussi qu'il existe un projet Intercite qui fait intervenir Henri Benisti et Manuel Florine Zoquité, Raphaël Clair, avec un postdoctorant qui est à Saint-Étienne. Donc le sujet, c'est pour des applications biométriques, mais si vous voulez en savoir plus, je pense qu'il faudra torturer l'un des intervenants, parce que c'est assez secret. Voilà. Donc, je vais laisser Pierre dire le petit mot de conclusion sur ERIS. Bon, donc ERIS, c'est une invention récente, comme vous avez vu. Formellement, nous avons démarré au cours de ce quadriennal quinquennal.
il y a déjà eu beaucoup d'évolutions au sein de l'équipe favorable, mais nous restons petits. Donc, si nous avons actuellement, et vous le savez tous, des discussions sur la façon de présenter l'organigramme du laboratoire Charles Fabry, j'ai à peu près autant de discussions à Saint-Étienne, et il y aura des évolutions que je ne sais pas encore prédire, mais qui nous conduiront sans doute à identifier autrement, bientôt, les activités que nous menons à Saint-Étienne. Néanmoins, je pense que ce que Mathieu vient de nous dire, et où on sent certains points forts qui méritent tout à fait d'être poursuivis et amplifiés, ça restera quelque part dans l'activité stéphanoise. C'est tout ce que je voulais dire. Merci Mathieu. Des questions? Vous restez une équipe du laboratoire Ubercorien. Vous êtes dépendant, vous êtes partie de l'UMR. On fait partie de l'organigramme du laboratoire. Alors, il existe des dispositions presque inconnues qui disent qu'une UMR a en principe 2 tutelles, et il y a beaucoup d'exceptions qui ne sont pas inconnues du tout, qui font que certaines UMR ont 3 tutelles. Si on va chercher le record, c'est sûrement beaucoup plus que ça, peu importe. Le laboratoire Charles Fabry a 2 tutelles et demie. Je vais vous raconter le demi. Ça vous intéresse tous, et il se trouve que la situation à Aéris est la même. La situation à Aéris a été faite dans les bonnes règles, qui n'existaient pas encore lorsque nous avons rédigé notre dernier contrat pluriannuel, c'était en 2008. Saint-Étienne, ce n'est pas la même vague, donc ça a évolué entre les deux. Bref, quand vous faites un dossier ARS, ce que je croyais ne plus avoir à faire, mais j'ai le plaisir de le faire actuellement, il y a une petite case sur le premier formulaire, en fait, sur le premier formulaire écran, qui dit « Y a-t-il des établissements partenaires ?» C'est tout bête, c'est simple, c'est net et de bon goût. Il y a des tutelles et il y a des établissements partenaires qui n'ont pas une implication dans l'unité aussi forte. Et ben mon collègue du laboratoire Ubercurien, avec l'approbation du président de l'université, Jean Monnet, a cliqué. Il y a un laboratoire partenaire pour l'équipe ERIS. Pour le laboratoire Ubercurien, pardon, il y a un établissement partenaire qui est l'Institut d'optique. Et donc, nous sommes établissement partenaire du laboratoire Ubercurien pour l'équipe ERIS. Application numérique, pour voir si vous m'avez compris. Comment est-ce qu'on dit ça en langage Charles Fabry? Eh ben, nous sommes une UMR du CNRS et de l'Institut d'optique avec un établissement partenaire qui s'appelle Paris Sud. Par les instances de Paris Sud, de la même façon que Paris Sud examine ses propres éléments. Il y a vraiment une symétrie, je pense que c'est bon. En tout cas, c'est ce que je pense. Une question scientifique? Sébastien Manuel, surtout on ne parle que de science. Non? Bon, on traverse le Massif central et on a l'autoroute 89 et on va jusqu'à Bordeaux. Oui, parce que ça passe par la Dordogne.